Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre thématique de la conférence aujourd'hui, parrainée par Mileis Banque Privée, a pour thème « Peut-on encore optimiser son patrimoine en France ?» Pour en débattre, comme chaque mois, 3 des plus grands experts mondiaux encore vivants, performants et en pleine forme. Clément Leléap, Catherine Costa, Jean-Patrice Prudhomme. Et on retrouve immédiatement Clément Leléap pour une présentation de Mileis Banque Privée. Mileis, c'est effectivement une banque privée indépendante qui couvre tout le territoire français et à taille humaine puisque c'est un peu moins de 700 collaborateurs, dont 180 banquiers privés qui accompagnent au quotidien à travers 24 espaces patrimoniaux environ 60 000 familles et qui gèrent un peu plus de 9 milliards d'encours. Notre approche, elle est très centrée sur l'humain, sur le relationnel. Notre ambition, c'est de simplifier la vie de nos clients et de leur apporter de la performance. Et pour ça, d'essayer de s'adapter au maximum à notre environnement au quotidien. Et puis, précision, c'est que 9 milliards, on gérera d'ici quelques mois 13 milliards avec l'acquisition de Cholet-Dupont-Oudart, qui est une banque privée, et ce qui placera Mileis Banque Privée à la 3e place des banques privées indépendantes en France, derrière les 2 maisons Rothschild. Voilà de jolies perspectives. Alors, maintenant, on va parler avec Jean-Patrice. Jean-Patrice, bonsoir. Bonsoir Alain. Alors aujourd'hui, entre les marchés financiers, les produits d'épargne, les enveloppes de détention, les modes de restructuration, il y a plein de choses, il y a plein de classes d'actifs. Comment on fait pour s'y retrouver en 10 minutes, clair pour tout le monde? Ah, c'est une bonne question. D'abord, je vais dire que nous gérons chez Mileis des portefeuilles diversifiés. Nous avons le sentiment que la diversification est un point essentiel aujourd'hui dans un moment où il y a peu de visibilité sur l'économie et beaucoup de volatilité sur les marchés. Alors, quand on gère plusieurs classes d'actifs, on ne va pas en faire le catalogue, il y a des classes d'actifs qui performent mieux que d'autres, qui sont mieux adaptées à la situation que d'autres. Je vais prendre quelques exemples. Tout d'abord, nous avons le sentiment que les SCPI sont particulièrement bien aujourd'hui positionnés dans le contexte actuel. Elles l'étaient lorsque les taux d'intérêt étaient très faibles. Elles le sont aujourd'hui encore, alors que les taux d'intérêt remontent et que l'inflation est beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait escompter encore en début d'année. Le rendement d'abord, environ 4,5% pour le rendement aujourd'hui moyen des SCPI, ce qui est largement supérieur au rendement de la poche euro, de l'ordre de 1%, supérieur aux obligations d'État, qui, malgré la hausse, pour l'instant, une obligation d'État en France à 10 ans est à 2,7%. Nous étions en taux négatif l'année dernière. Donc, malgré tout, le rendement est supérieur. Deuxième avantage, c'est que les loyers perçus dans le cadre d'une SCPI sont indexés à l'inflation, ce qui fait que vous avez une protection contre l'inflation. Et l'inflation, c'est le grand mot aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. Pourquoi ? Parce qu'elle est à des niveaux jamais connus depuis 40 ans, 9,1% dans la zone euro. Heureusement, en France, elle est nettement plus faible, autour de 5,9%. Et le gouvernement a tablé pour faire son budget l'année prochaine sur un taux d'inflation de 4,2%. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est ce que nous allons rechercher dans nos placements. Et je dirais un deuxième placement qui performe bien en ce moment, c'est le placement private equity, qui a l'avantage d'avoir une performance à long terme nettement supérieure à l'inflation, et encore aujourd'hui. Et sur ces 2 placements que je viens d'évoquer, CPI et le private equity, eh bien, on a l'avantage d'avoir des actifs qui sont non cotés, donc non soumis à cette forte volatilité que nous avons aujourd'hui sur les marchés. Et donc ça, c'est accessible aux investisseurs privés, tu confirmes? Absolument, absolument. Alors, j'aimerais dire aussi que j'ai parlé des classes d'actifs. Nous travaillons avec des partenaires de grande confiance et de grande qualité, des experts dans leur domaine. Des experts dans leur domaine, aussi bien dans le private equity que dans les SCPI. Alors, on parle d'opportunités d'investissement? Alors,
il y a des opportunités d'investissement aujourd'hui. C'est toujours difficile d'en parler lorsque les marchés sont aussi chahutés, mais au contraire, je crois qu'il faut en parler. Il faut vous dire qu'il y a aujourd'hui 2 sphères d'opportunités. La première, c'est dans les actions. Il y a des actions qui distribuent des dividendes importants. Alors vous avez, vous gardez en mémoire le fait que l'inflation est de 4,2%. Et bien moi, je vais vous parler d'actions qui ont des dividendes entre 5 et 7%. On les trouve dans les secteurs des télécoms, dans les secteurs des services aux collectivités, de l'énergie, de la banque et de l'assurance. Et donc des dividendes qui peuvent aller jusqu'à plus de 7%. On est là dans la sphère des actions qui distribuent des dividendes importants et plus importants que le niveau d'inflation. La deuxième sphère d'intérêt, c'est sans doute sur le crédit. Pourquoi ? Parce que vous avez depuis le début de l'année une forte hausse des rendements obligataires, y compris donc dans le milieu du crédit. Alors aujourd'hui, eh bien, vous avez des actions de très belle qualité qui font des emprunts et à des niveaux de taux environ de 4,5%. On était proche de zéro il y a encore un an et demi. Donc là, on est déjà au-dessus du niveau de l'inflation qu'on devrait connaître l'année prochaine, 4,2. Et si on va vers des signatures qui sont un peu moins bonnes, mais tout de même de bonne qualité, dans le haut rendement, on est aujourd'hui même entre 8 et 9% de rendement. Jean-Patrice, ta vision de la zone euro, alors c'est pas facile de se prononcer sur 6-12 mois, tu vois les choses comment? C'est pas une question qui était prévue, mais c'est pas grave, je te la pose. Non, mais c'est très important dans la mesure où on gère les États-Unis, les marchés émergents, mais aussi la zone euro. Et donc aujourd'hui, dans nos portefeuilles, c'est vrai qu'on aime peut-être un peu plus, on a aimé un peu plus ces dernières années, et encore aujourd'hui les États-Unis. La zone euro est pénalisée en premier lieu par la crise énergétique et donc une inflation qui est emmenée en fait aujourd'hui à des niveaux même supérieurs à celle qui est aux États-Unis à cause des prix d'énergie. Bon, maintenant, les prix d'énergie qui rentrent pour une part importante du niveau d'inflation, eh bien, ne sont pas forcément toujours destinés à être à ces niveaux-là. Puisque, regardez, l'inflation, elle est de 9,1% globalement en zone euro et de 4,3% seulement, je dirais entre guillemets, si on retire l'énergie et l'alimentation. Donc ça, c'est vrai, c'est l'épine dans le pied de la zone euro, c'est comment gérer cette inflation. Il faut savoir qu'on a eu une hausse de 0,75% du taux directeur de la Banque centrale européenne récemment, et on attend vraisemblablement au moins 0,5 voire 0,75 de hausse des taux. Donc il faut qu'on se dise, en zone euro, on vit pour l'instant dans un cycle de remontée des taux d'intérêt qui a déjà été pris en compte en partie par les niveaux de rendement obligataire. Merci Jean-Patrice. Catherine, donc ça commence par le notariat, puis un jour on embrasse la finance. C'est quoi le parcours ? Le parcours est un peu ça, le notariat, et ensuite la finance, de façon détournée, plus l'ingénierie patrimoniale, donc la construction du patrimoine, la fiscalité, la transmission, tout ce qui intéresse aussi les investisseurs. Absolument. Alors, est-ce que c'est toujours opportun de détenir un compte titre à titre personnel, Catherine ? Ça reste opportun dans de nombreuses situations, mais parfois il va falloir s'interroger sur la possibilité de détenir ce portefeuille via une société civile de portefeuille. Alors, une société civile de portefeuille, c'est très simple. C'est le pendant de la société civile immobilière qui, elle, est créée pour détenir, transmettre et constituer un patrimoine immobilier. La société civile de portefeuille, elle permet de gérer, de transmettre un patrimoine mobilier. Et j'aimerais quand même faire un petit commentaire sur la société civile en général. Beaucoup de personnes détiennent des sociétés civiles immobilières et quelquefois, quand on leur demande pourquoi, je ne sais pas, il paraît que c'est bien de détenir une société civile immobilière. C'est très bien si on a fait attention, et ça va être pareil pour la société civile de portefeuille, à bien rédiger ses statuts. La plupart des personnes disent « j'ai trouvé des statuts sur Internet, c'est très bien, ça me coûtera moins cher ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne faites rien, vous suivez les statuts effectivement que vous avez vus sur Internet, vous avez un cadre, qui est le cadre légal défini par le Code civil, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des règles édictées, elles sont supplétives de volonté. Et en fait, c'est un formidable outil si vous adaptez l'ensemble des clauses à votre propre situation. Est-ce que je veux avoir des pleins pouvoirs ?
donner des pleins pouvoirs aux gérants. À ce compte-là, on va avoir un objet social très large. Est-ce que je veux avoir le maximum de droits financiers? Donc là aussi, on va adapter les statuts. Est-ce que je veux gérer ma fiscalité et qui va payer la fiscalité, par exemple, dans les hypothèses de démembrement? Et ça, on va le prévoir dans la société civile, qu'elle soit immobilière ou mobilière. D'ailleurs, on peut avoir une société qui comprend les deux, ça s'appelle une société civile patrimoniale. Pour en revenir au compte titre, quand vous détenez un compte titre à titre personnel et que vous voulez le transmettre à plus ou moins long terme, soit par donation, soit au moment de votre décès, il va être transmis ce portefeuille. Et généralement, dans la grande majorité des cas, on va se retrouver soit avec des enfants en indivision, soit avec un conjoint qui va majoritairement opter pour l'usufruit et des enfants pour la nue propriété. Donc on va avoir ce compte titre, l'usufruitier en sa qualité d'usufruitier, dans le cadre de la gestion du portefeuille, il a des pouvoirs quand même assez larges puisqu'il peut vendre les titres, ce qui ne pourrait pas, sur un bien immobilier, il vous faut l'accord des nus propriétaires si vous êtes en démembrement, mais il doit les remplacer. Et il doit maintenir la substance du portefeuille. Il a droit d'encaisser les revenus, les coupons, les dividendes. En revanche, s'il y a un titre qui est vendu, il ne récupère pas la plus-value. D'ailleurs, les titres sont souvent remplacés. Donc, il n'a pas de droit sur la plus-value. En revanche, en matière de donation, si vous cédez un titre, c'est le nu propriétaire qui paye la plus-value alors qu'il n'a rien reçu puisque les titres sont remplacés. Donc, ça peut être problématique. Quand vous avez des patrimoines importants, bien évidemment, ce que je vais vous dire là, c'est pour des patrimoines un peu conséquents. On ne va pas réfléchir à constituer une société civile de portefeuille si on a un portefeuille de 10 000 euros. Ça n'a aucun sens. Si vous avez des patrimoines conséquents, à ce moment-là, il faut avoir cette réflexion, surtout si vous avez une volonté de transmettre. Pourquoi? Parce que dans les statuts, vous allez prévoir un certain nombre de règles. Et puis surtout, qui détient le portefeuille? C'est la société. En revanche, c'est géré par le gérant qu'on aura nommé. Quand vous avez des coupons, des dividendes, vous vendez des titres, ça fait partie du résultat annuel de la société. Et ce résultat, il revient à l'usufruitier. Donc, via ce biais, l'usufruitier peut avoir de la plus-value des titres vendus, alors qu'à titre personnel, il ne peut pas l'avoir. De la même façon, une société fonctionne, vous avez des résultats. Si vous ne voulez pas les distribuer, c'est-à-dire, moi, je ne prends pas les résultats de la société, je n'ai pas envie, je vais les reporter peut-être à l'année suivante ou je vais les mettre en réserve. Et ça vous permet, via ce biais aussi, d'augmenter le patrimoine de vos enfants sans que ce ne soit considéré comme une donation indirecte. Et de la même façon, la fiscalité va pouvoir être adaptée à l'intérieur des statuts. Donc ce qu'il faut comprendre, et c'est mon propos, c'est vraiment pour vous dire, quand vous avez des patrimoines mobiliers conséquents, il faut peut-être dans certaines situations réfléchir à les détenir non pas personnellement, mais via une société civile de portefeuille. De la même façon, parfois, il va falloir s'interroger si cette société civile, elle doit être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Et on s'orientera à l'impôt sur les sociétés quand on veut plutôt être dans une constitution de patrimoine et qu'on n'a pas besoin de revenus. C'est-à-dire que moi, associé de cette société civile à l'IS, je ne paierai pas de fiscalité personnelle, je ne paierai pas de prélèvement forfaitaire unique, tant que je ne retire pas de revenus. En revanche, la société, elle sera redevable de l'IS, mais l'IS, le taux est plus faible, puisque jusqu'à 38 120 €, c'est 15%. Et au-delà, aujourd'hui, parce que les taux de l'IS ont quand même bien été réduits ces dernières années, c'est 25%. Donc c'est pour vous dire, en fonction des situations, il faut parfois s'interroger sur vos volontés. Puis j'espère aussi pour tous ceux qui ont des sociétés civiles immobilières ou qui souhaitent acquérir des biens immobiliers via ce biais, de s'interroger sur les statuts. C'est un formidable outil, mais il faut l'utiliser à bon escient. Catherine, on passe sur l'expatriation. Ça concerne pas mal de dirigeants d'entreprise, de cadres dirigeants également. Comment on fait pour optimiser son patrimoine quand on quitte la France volontairement et momentanément, je précise? Alors, si vous posez la question, si je pose la question dans la salle,
tout le monde va répondre sous le prisme fiscal. C'est combien je vais payer d'impôts. Et généralement, je pars à l'étranger. Vous avez des pays aujourd'hui qui attirent les personnes qui s'expatrient ou les retraités. C'était le cas du Portugal. Aujourd'hui, il y a une fiscalité assez attractive aussi en Italie. Mais est-ce qu'on s'est posé la question quand on s'expatrie, si je divorce, si je décède, j'ai fait une donation entre époux, comment ça se passe? Est-ce que c'est la loi française qui va s'appliquer ou pas? Et là, on parle de problématiques civiles qui vont être très, très importantes parce que si on ne les maîtrise pas, on peut arriver à des situations où même votre donation entre époux faite en France, elle ne va pas avoir d'effet à l'étranger. Donc moi, ce que je voulais vous dire, en donnant 2-3 exemples, ça va être un peu plus concret. Alors, il faut savoir qu'en Europe, on essaye un petit peu d'harmoniser les règles. Alors, ça ne veut pas dire qu'en Europe, on va appliquer le même droit successoral, les mêmes règles pour les régimes matrimoniaux, mais on va avoir les mêmes règles pour définir quelle est la loi applicable. C'est pour faire simple, parce que c'est la matière la plus complexe du droit, le droit international privé. Par exemple, si vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, ce qui laisse quand même une période ça concerne assez qui, large. Ça 92 jusqu'à 2019. Une personne. Il y a un paquet de menteurs. Oui, oui. Vous décidez, vous n'avez pas fait de contrat, donc vous êtes soumis, comme la grande majorité des Français, au régime de la communauté légale, et vous dites, je pars en Angleterre. Puis vous restez 10 ans en Angleterre. Mais il faut savoir que votre régime, le fait de franchir la frontière et d'y rester un certain nombre d'années, il y a d'autres cas, mais c'est pour donner un exemple, vous fait changer de régime matrimonial. Et en Angleterre, ils ne connaissent pas cette notion de régime matrimonial, donc c'est comme si vous étiez soumis au régime de la séparation de biens. Si vous divorcez, ça sous-entend que quand vous allez liquider de votre régime pour savoir à qui appartiennent les biens, en fonction de la date d'acquisition, ça va être traité comme si vous étiez marié en régime de communauté et une autre partie comme si vous étiez marié en régime de séparation de biens. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important. Et j'ai parlé d'une situation, alors qui n'est pas drôle, mais on est tous égaux, c'est si vous partez à l'étranger, vous installez à l'étranger, parce que le Portugal, il fait beau, il y a un beau régime fiscal pour les retraités, par exemple. Ça va durer longtemps, Catherine, ou pas au Portugal? Parce qu'effectivement, il fait beau. Non, ouais. non, les Portugais. C'est quoi, c'est 10 ans, c'est ça? Oui, c'est 10 ans. Et surtout, il y a une réflexion sur le maintien de ce régime, parce que localement, ça fait quand même beaucoup monter les prix de l'immobilier, et la population locale ne voit pas toujours ça d'un très bon œil. Mais admettons, je décide, je pars en Espagne. Je décède en Espagne. Je n'ai rien fait, je décède en Espagne. La loi qui va s'appliquer, ce n'est pas la loi française, c'est la loi espagnole, parce qu'on a un régime, un règlement européen qui nous dit, pour tous les décès survenus à compter du 17 août 2015, la loi applicable à la succession, c'est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. D'accord ? Cas classique, vous n'avez pas fait de donation entre époux. Le conjoint, les droits du conjoint en Espagne, c'est 1/3 en usufruit, le reste pour les enfants. En France, totalité en usufruit ou 1/4 en pleine propriété, le reste aux enfants. Ça veut dire qu'en tant que conjoint, vous êtes moins bien loti. Alors bien évidemment, le règlement nous dit, voilà la règle qui s'applique, sauf si vous optez, ça s'appelle une professio juris, pour la loi de votre nationalité. De la même façon, partez en Italie, décédé, c'est la loi italienne qui s'applique. Vous avez fait une donation entre époux. La donation entre époux n'existe pas, c'est même interdit en Italie. Vous pouvez arriver à une situation similaire en ayant fait un testament. De la même façon, les donations partage, c'est très français, ce n'est pas reconnu et surtout, c'est souvent considéré par d'autres législations comme des pactes sur succession future prohibés. Donc tout ça pour vous dire, quand vous avez des velléités de vous expatrier, il y a un certain nombre de problématiques civiles qui sont tout aussi impactantes que la fiscalité et qui peuvent changer considérablement
tout ce que vous aviez mis en place auparavant. Alors, il y a des solutions. Pour ça, il faut vous adresser, vous pouvez venir nous voir. C'est la meilleure solution. On vous donnera quelques tuyaux. Et puis ensuite, c'est en concertation avec, bien évidemment, les notaires. Et dans ces situations, il faut aller voir des notaires qui sont plutôt spécialisés à l'international. C'est généralement des notaires qui ont des correspondants dans d'autres pays, qui eux-mêmes sont spécialisés à l'international, pour mettre en place les bonnes solutions et la solution adaptée par rapport aux souhaits d'un client. On parle du management package ? Alors oui, on peut parler du management package juste. Alors quand vous êtes chef d'entreprise, ou quand vous êtes chef d'entreprise, parce que vous avez souvent des opérations de LBO, par exemple, pour que le management soit un petit peu intéressé à l'évolution de la société, on a un certain nombre d'instruments financiers pour les intéresser au capital, soit tout de suite ou la possibilité, par exemple des bons de souscription d'actions, de rentrer dans le capital. Comme ça, les intérêts et des investisseurs et du management sont alignés. Tout le monde va faire en sorte que l'entreprise se développe. Jusqu'à juillet 2021, il n'y avait pas trop de problèmes. Il faut savoir que les management packages, c'est très regardé par l'administration fiscale, parce qu'au moment, effectivement, où il y a une vente de la société, les gains sont souvent très importants. Donc, l'administration fiscale regarde les valorisations, etc. Puis regarde si, et ça, elle l'a toujours regardé, hein, si il y avait l'investisseur dirigeant avait bien pris un risque financier. Est-ce qu'il pouvait tout perdre, par exemple, si la société, au lieu de croître, était plutôt dans une période de grosse chute? On a eu trois décisions du Conseil d'État qui nous ont dit que les gains issus de management package, alors pas d'actions gratuites, mais d'autres instruments, devaient être taxés non pas comme de la plus-value, c'est-à-dire non pas à 30%, hein, la flat tax, mais comme du revenu si le gain était lié à la fonction de la personne dans l'entreprise et sans tenir compte du fait qu'il puisse avoir un risque capitalistique. Alors être taxé comme du revenu et pas comme de la plus-value, ça va avoir une incidence parce que souvent on va se retrouver avec des personnes qui, au lieu de payer 30%, vont payer 45% et une société qui va devoir payer des cotisations sociales. Donc on attend un petit peu une position de l'administration fiscale. On attendait qui est peut-être une décision dans le projet de loi de finances qu'on revienne un petit peu sur ça et surtout qu'on donne des solutions parce qu'aujourd'hui, pour les nouveaux management packages, c'est un petit peu délicat. Ça met quand même les personnes avec du risque, hein, ce qui est jamais très bien. C'était juste pour attirer votre attention sur ce point. La fiscalité, les niches fiscales, Catherine, si on fait une petite, on se projette à 6 mois, 1 an, on est heureux ou on se pend ? En ce moment, la fiscalité, elle bouge pas trop, hein. Il y a eu un gros choc fiscal en 2018 qui est allé plutôt dans le bon sens puisque la fiscalité, avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, a été plutôt moindre. Là, il n'y a plus de mesures fiscales depuis un certain nombre d'années. Alors, on a eu, le Pinel, mais le Pinel qui est de moins en moins intéressant puisque on va pouvoir de moins en moins avoir de réduction d'impôts pour les acquisitions immobilières nouvelles. Il y a pas en ce moment, il n'y a pas de... Et tu penses que ça va durer, que pour l'instant c'est flat ? Pour l'instant, c'est flat. Pourquoi on a une situation économique qui est quand même assez exceptionnelle ? Et je pense que nos dirigeants sont plus obnubilés par l'inflation, par peut-être les retraites, puisqu'on entend parler de retraite, moins par rapport à la fiscalité. Jean-Patrice, la vision de ce qui peut évoluer. On entendait ce matin Ruth Bézieux, qui est un fidèle du club, qui expliquait qu'il y avait 4 milliards pour l'instant d'impôts de production en moins, c'est bien, mais enfin, il faudrait faire beaucoup plus. Ça va continuer avec les prix d'énergie qui montent. Enfin, tu es positif ou pas sur ce qui peut arriver, en tout cas pour la France ?
En termes de fiscalité, il faut bien récupérer du pognon un jour ou l'autre, non? C'est-à-dire que, dans un premier temps, comme le dit Catherine, il faut s'attaquer au sujet de l'inflation et notamment atténuer le plus possible l'impact de cette inflation sur le pouvoir d'achat des ménages, pas complètement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les prix du gaz et d'électricité vont augmenter quand même l'année prochaine de 15%, ce qui est beaucoup moins d'ailleurs que l'augmentation qu'ont connue la plupart des pays dans le monde. Mais quand même, pourquoi? Parce qu'on est dans une période macro déterminante. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des belles entreprises cotées en bourse, malgré cela, effectivement, elles sont pénalisées par la volatilité très forte, la hausse des taux d'intérêt qui diminue la valorisation de ces entreprises. Donc on est dans une période macroéconomique qui oblige finalement les États à atténuer le plus possible cette crise sur le pouvoir d'achat pour que, en définitive, on atténue le plus possible le ralentissement économique. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est quand même de la consommation. Donc, le plus il est préservé, le plus la consommation est préservée. Et donc, le ralentissement est faible. C'est ça le grand pari aujourd'hui en zone euro, c'est de sortir de cette crise qui est quand même majeure, exceptionnelle. On retrouve des niveaux d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis le début des années 80 quand même, et des niveaux de taux qui viennent de rebondir très fortement. Il faut revenir à la grande crise financière de 2008 pour arriver à ces niveaux de taux d'intérêt. Donc un choc aussi rapide et aussi fort, eh bien, a forcément un impact important sur l'économie. Et évidemment, on a pris l'habitude depuis quelques années maintenant, aussi bien les banques centrales que les États, eh bien, de soutenir l'économie. Et on ne va pas arrêter cette tendance, qui est une tendance de fond. On va l'atténuer un petit peu parce que, eh bien, après avoir fait beaucoup de choses pendant la période de pandémie, eh bien, on se retrouve quand même à des niveaux d'endettement et des niveaux de déficit budgétaire qui sont importants. Donc il ne faut pas que ça dérive de trop, même si ça va quand même dériver. Mais globalement, c'est ça qui prédomine sur la politique fiscale, sur les entreprises, etc. On est vraiment dans un grand scénario. Après tout, finalement, c'est peut-être une des meilleures voies. C'est d'atténuer une crise qui pourrait, si ce n'était pas le cas, entraîner beaucoup plus de chômage, beaucoup plus d'endettement, en final, une grande crise financière, une grande crise économique qu'il faut éviter. Donc, alors, du coup, comme ça se passe vite et de manière très rapprochée, eh bien, ça a un impact très important sur les actions et les obligations. C'est-à-dire qu'on prend en fait le choc frontalement sur ces actifs qui sont qui sont cotés, qui sont les plus liquides aujourd'hui. Et donc, ça fait quand même un peu réfléchir sur comment investir aujourd'hui. Alors nous, on reste constructif dans le sens où eh bien, il y a beaucoup d'actifs qui sont aujourd'hui à des niveaux de rendement importants. On parlait d'usufruit. L'usufruitier aujourd'hui, il va être en meilleure posture maintenant, que les taux d'intérêt viennent de rebondir fortement, que les rendements des dividendes viennent de rebondir, pour avoir il faut rester positif. Et il y a des choses qui, là, se passent devant nous, et essayer de saisir des opportunités. Alors sur la sphère, on l'a vu, sur des obligations de qualité, on peut avoir des rendements supérieurs à 4,5-5%, donc c'est quand même appréciable. On venait de zéro, donc on n'en faisait plus, des obligations. Donc là, je pense que le ménage qui a de l'épargne et une optique prudente d'investissement, il peut retrouver aujourd'hui des rendements relativement attractifs et de qualité, en étant progressif dans l'investissement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période où la volatilité peut rester élevée un certain temps. Donc investir progressivement, c'est mieux qu'aujourd'hui de rentrer complètement et sur les obligations et sur les actions. C'est de le faire en plusieurs étapes. C'est vrai qu'on va avoir encore une fin d'année assez musclée, puisque les taux d'intérêt vont remonter aux États-Unis. On prévoit encore 1,25% de remontée des taux aux États-Unis. 0,75 plus 0,50, donc ça va. On sait que en général, quand c'est le baromètre de l'économie mondiale, les États-Unis. Donc là, ça va quand même tanguer un peu, même si les marchés déjà ont anticipé quand même cette remontée des taux directeurs. Pourquoi ? Parce que si je prends le 2 ans, par exemple, aujourd'hui, américain, il est à 4,25, 4,30, il est pratiquement au niveau que vont être les taux directeurs à la fin de l'année aux États-Unis. Les marchés vont très vite, donc il ne faut pas extrapoler beaucoup plus. On a déjà pris en compte une bonne partie de la hausse des taux. Donc de la volatilité quand même encore, donc qui explique qu'il faut y aller progressivement sur les marchés. Et en zone euro,
puisqu'on on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Hein, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce que la volatilité perdure encore un certain temps, parce qu'il va y avoir une hausse de 0, peut-être encore plus de 1% d'ici la fin d'année sur la zone euro. Hein, l'objectif, c'est d'arriver peut-être autour de 2,25 en début d'année prochaine. Donc forcément, on n'était pas habitué, on était à moins 0,5 il n'y a encore pas si longtemps sur le taux de dépôt de la Banque centrale européenne. Donc tout ça, il faut le prendre en compte dans les allocations d'actifs pour essayer d'en profiter et de manière progressive pour gérer ce niveau de volatilité. Et la BCE, justement, elle a encore un peu de marge de manœuvre, elle peut pouvoir continuer à aider. Elle l'a fait jusqu'à maintenant. Ça peut continuer. Elle a dit qu'elle aiderait. Pourquoi ? Parce que, vous savez, ils ont mis en place un instrument de protection de la transmission de la politique monétaire. C'est que, par exemple, s'il y avait un sujet avec l'Italie, on en parle beaucoup en ce moment, à juste titre, mais si il devait y avoir effectivement une remontée trop forte des taux italiens, hein, du fait d'une défiance sur l'économie italienne, eh bien, ce mécanisme permettrait d'atténuer la remontée des taux en Italie. Et ce, dans chaque pays qui serait concerné par une défiance des marchés. Donc cet instrument, il est là, il est important. Il n'a pas été mis en œuvre parce qu'on n'a pas eu besoin pour l'instant. Et donc, c'est quand même une roue de secours pour l'économie européenne. Donc, il faut le prendre en compte, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, effectivement, tout ce qui peut permettre effectivement de gérer le plus possible les risques macro, monétaires, économiques, aujourd'hui, on est à la manœuvre, partout. Catherine, on parlait tout à l'heure du dumping fiscal de certains pays, dont le Portugal, par exemple. Il y a d'autres pays qui peuvent apparaître. On parle beaucoup de nos meilleurs ennemis, les Anglais, qui pourraient proposer des choses extrêmement attractives pour récupérer un peu de business. Pour l'instant, ils sont plutôt, ils sont plutôt prudents. C'est vraiment l'Italie qui s'est manifestée en disant le Portugal, ça a bien fonctionné. Moi, je veux attirer des personnes, généralement, quand vous partez pour vous expatrier, on ne va pas se voiler la face. Dans 8 cas sur 10, c'est quand même pour des raisons... Je parle quand on est retraité, par exemple. C'est pour des raisons fiscales. Ou peut-être parce que vous êtes originaire, mais là, c'est les deux cas sur 10, mais sinon, c'est beaucoup pour des raisons fiscales. Et la politique italienne a été fiscalement un petit peu agressive en disant moi, je vais avoir une fiscalité attractive pour les personnes qui viennent. Par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire même ça pourrait être pour des chefs d'entreprise, c'est l'impôt sur le revenu de sources étrangères. En Italie, vous ne pouvez pas payer plus de 100 000 euros. Alors, certains vont me dire c'est peut-être très important 100 000 euros. Pour certains dirigeants, c'est très peu. Donc voilà. Alors à voir aussi, parce que ce qu'on rencontre, et ce que je disais tout à l'heure, ce qui s'est passé au Portugal, c'est souvent la population locale, au bout d'un moment, qui se manifeste en disant... parce qu'à chaque fois, vous avez l'immobilier qui augmente. Et l'immobilier en France... Notamment, c'est quand même un gros sujet parce qu'il y a moins de logements, il y a un accès au crédit beaucoup plus compliqué. Alors là, on a eu une bonne nouvelle, le taux d'usure a été augmenté, mais l'accès au crédit, de par un ensemble de règles déjà draconiennes qui avaient été mises en place, c'est de plus en plus compliqué pour un particulier. Il y a beaucoup moins de biens à la vente, beaucoup moins de biens à la location. Donc là, peut-être qu'à un moment donné, il y aura un gouvernement, celui-ci ou plus tard, qui se posera la question de la pénurie. Et là, on a bien vu, je ne sais pas, il y a eu quelques émissions en plus qui ont bien mis l'accent sur ce point. Les étudiants, par exemple, ne trouvent plus de logement. Oui, trop cher. Voilà. Trop cher. Jean-Baptiste ? Pour revenir un peu sur la zone euro, pour dire quand même qu'elle joue un rôle quand même important pour un ensemble de pays, pour tous les pays en définitive, de la zone euro. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Regardez l'Angleterre qui est un peu seule. Eh bien, face à des chocs aussi importants que le choc énergétique que nous connaissons, que le choc d'approvisionnement, etc., on voit qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour les Anglais de faire face à ce choc. La preuve, c'est que hier, la Banque d'Angleterre a dû faire marche arrière et s'obliger à acheter plus de 5 milliards au moins d'obligations tous les jours sur le marché, alors qu'elle devait l'arrêter au moins pendant 15 jours, parce que les taux d'intérêt ont pris 100 points de base
d'un seul coup, tout simplement parce que elle a du mal à faire face à ces risques aujourd'hui qui sont un taux d'inflation qui est supérieur à 10%. Déjà, du fait de la crise énergétique, une politique budgétaire qui se cherche, mais qui n'a pas été, on va dire, saluée favorablement par les marchés. La preuve, il y a quelques jours, le FMI qui demande à l'Angleterre de revoir sa copie. C'est difficile de vivre seul aujourd'hui dans le monde qu'on connaît, avec tous les risques qui sont les nôtres. Et la zone euro, il y a quand même une mutualisation des risques qui permet de faire un petit peu, je dirais, d'atténuer un peu les conséquences de cette crise majeure. Clément, Miléis, un mot peut-être sur le positionnement, on va revenir dessus, et puis le type de clientèle, à partir de combien on peut avoir la chance d'ouvrir un compte chez toi, par exemple? Alors, Miléis, j'ai coutume de dire que c'est une banque sélective, mais pas élitiste. Donc, on devient client de Miléis à partir de 100 000 € placés chez Miléis. Voilà, c'est un peu le seuil d'entrée chez nous. Voilà, et qui donne accès, évidemment, à un banquier privé disponible, joignable par tout moyen, qui se déplace aussi chez vous, un assistant banquier privé, à une offre complète depuis la banque au quotidien, en passant par les placements, le crédit, des produits assez pointus qu'on va chercher sur le marché, puisque nous sommes en architecture ouverte complète. On ne vend quasiment aucune solution dite maison, en dehors de notre expertise en matière de produits structurés, qui est une expertise qui nous est assez propre et que l'on cultive et qui nous distingue aussi de nos confrères, de nos concurrents. Et à l'époque, justement, les concurrents sont 100% digital. Vous, oui, mais pas que. Et l'humain reste dans la génétique, on va dire, de la relation client. Ah oui, l'humain, c'est vraiment au cœur de notre approche. C'est quelque chose qu'on cultive. On essaye de se distinguer d'ailleurs dans notre relationnel avec les clients en accordant beaucoup de soins aux détails de la relation, parce que c'est la somme de ces détails qui crée une expérience différente. En tout cas, c'est notre credo à travers les interactions entre un client et son banquier, dans la façon de vous accueillir dans nos espaces patrimoniaux et d'interagir au quotidien. Voilà, donc ça c'est une des marques de fabrique qu'on cultive au sein de la maison, et à tout niveau dans la maison, pas simplement au niveau des banquiers privés, mais aussi au sein des équipes du siège, qui sont très proches des clients, et qui d'ailleurs sont assez régulièrement en espaces patrimoniaux, au contact des clients aussi, pour être au contact de ce lien-là. Et puis des banquiers qui essayent d'être très à l'écoute. Et on le voit bien dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, la capacité d'adaptation, la capacité d'écoute pour adapter notre conseil, elle est clé. Ton métier, Jérôme, c'est quoi? Tu travailles au sein d'un joli château à Cahors, c'est ça? Propriétaire d'un ancien patron de quartier. On va faire un peu de pub pour la Grisette, mais c'est un bon vin. Ça l'a pas toujours été, hein, mais maintenant c'est un vin excellent. Merci. Il y a 30 ans, c'était moyen. Voilà. Eh bien, la propriété a 30 ans. Il y a 30 ans qu'Alain-Dominique Perrin a repris le château La Gazette, donc avec la volonté de mettre en avant les grands crus de Malbec. Et je m'occupe de la distribution de ces vins sur le territoire, sur ce qu'on appelle le marché traditionnel. Restauration, hôtel, il y a de quoi faire. Voilà. Et Malbec, à l'époque, on se disait que c'était un vin un peu rustique, un vin de garçon, comme on dit. Là, ça s'est un peu arrondi depuis ou pas? On dit qu'il faut un peu de temps pour que le Malbec se fonde. Hein, mais c'est un cépage, effectivement, un cépage teinturier noble. Qui se mérite. Qui se mérite. Il faut le laisser mûrir. Mais c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le bois et sur le fondu, sur les vieux millésimes. Et c'est délicieux. Délicieux. Et il y a un autre pays dans le monde qui est le roi du Madeleine, du Malbec plutôt. Les Argentins, oui. Grâce à Michel Rolland, qui a su mettre en avant le cépage argentin Malbec, qui est originaire de Cahors. Voilà. Donc l'origine du Malbec, c'est Cahors. Bon. Et alors, les vendanges cette année, c'est les vendanges du siècle, comme disent tous les vignerons chaque année? Exactement, comme tous les vignerons. Non, on a une très très belle maturité des baies. Là. Le fruit est vraiment gorgé de sucre. Nous, on vient seulement de démarrer. On attend vraiment la maturité maximale pour avoir le maximum d'extraction, de puissance.
Voilà. Donc ce sera un grand millésime. 2022 chez la Grisette, à ne pas manquer. À ne pas manquer, à déguster dans quoi? Dans une petite dizaine d'années peut-être, Jérôme, quoi. Alors on arrive à faire des vins maintenant qui se dégustent sur là j'ai goûté un 2019 à midi sur des arômes poivrés qui est très bien. Mais et on a bu aussi un 2011. Le 2011 est parfait. Oui. Ouais. Donc c'est parfait jeune, c'est parfait âgé, c'est parfait les recettes. C'est parfait. Alors, on va pas le cacher, donc tes clients Méliès Banque. Donc pourquoi depuis longtemps, et qu'est-ce que tu allais chercher et qu'est-ce que tu as trouvé? Et si tes réponses sont pas bonnes, tu t'en vas. Voilà. Ce fut d'abord une recommandation à l'étranger sur un projet de retour en France. Et donc il y a 3 ans et demi environ. Le client parfait, un patrimoine immobilier, mais pas de liquidité, une problématique successorale fiscale sur le dos. Donc sur le papier, le client qui embête les banquiers, voilà, par définition. Donc j'ai trouvé un interlocuteur auprès de Jérémy Cosenza, responsable d'agence. Et il a mis à ma disposition la boîte à outils Mileis. J'ai pu, même si j'avais moi-même un fiscaliste, j'ai pu avoir un avis des services fiscalistes de la banque. J'ai réalisé une partie de mes actifs immobiliers, donc comme on avait une problématique fiscale, il fallait quand même qu'on soit assez intelligent. J'étais pas très pressé de les régler puisque j'étais encore en train de négocier. Donc il fallait quand même qu'on soit intelligent sur la façon de monter. Donc il y avait un peu d'ingénierie. Ensuite, m'accompagner, m'expliquer, me simplifier. Moi, je suis marchand de vin, je ne suis pas financier. Donc, je suis auvergnat, donc je sais compter. Voilà. Mais j'ai vraiment eu un accompagnement. C'est vraiment le terme de boîte à outils, moi, qui me marque. Voilà. Il n'y a pas de réponse type. Chaque famille recomposée est différente. En plus, souvent, aujourd'hui, on arrive à des familles multi-recomposées. Déjà, sur les familles recomposées, c'est la place qu'on veut donner aux conjoints versus la place qu'on veut donner aux enfants. Donc, et là, on a bien évidemment les donations entre époux. Et là aussi, quelquefois, il faut aller plus loin que 80% des donations entre époux qui sont rédigées de la même façon. C'est un petit peu être plus intelligent et essayer de réfléchir et faire du sur-mesure. La première question, c'est est-ce que vous voulez qu'il y ait avantager votre conjoint, avantager vos enfants, ou qu'il y ait une répartition assez égalitaire? Et cette question, elle est simple, mais elle est très compliquée. Pourquoi? Parce que souvent, vous avez des personnes qui veulent avantager les conjoints, et puis quand vous avez des enfants en commun qui sont généralement plus petits, se posent ensuite souvent les jalousies entre les enfants aînés et les plus jeunes, parce que bien évidemment, souvent il y a des mesures qui vont être prises pour favoriser les enfants plus jeunes. Mais tout se fait sur la donation et sur le testament. Et dans certains cas, il faut privilégier un testament. Pourquoi? Parce que dans le rédactionnel, peut-être que certaines fois les professionnels mettront plus de temps que sur une donation entre époux. C'est pas bien ce que je dis, mais j'assume. Si la personne ne s'en rend pas compte, elle aura une donation entre époux classique qui répondra pas à ses souhaits. Vous pouvez même par donation entre époux dire « je laisse tout à mon conjoint ». Là, c'est une petite astuce. Je laisse tout à mon conjoint. Vous allez dire, mais non, vous ne pouvez pas tout laisser à votre conjoint, puisqu'il y a des enfants. Et en France, on sait que les enfants ont une part réservataire. Contrairement aux anglo-saxons, on ne peut pas déshériter un enfant. Si l'enfant est d'accord, tout va au conjoint. L'enfant, s'il n'est pas d'accord, il va demander ce qu'on appelle la réduction. C'est-à-dire qu'il va vouloir récupérer une partie de ses biens. Mais la réduction, elle se fait en valeur et pas en nature. C'est-à-dire que si vous avez une propriété que vous voulez laisser à votre conjoint, le conjoint, s'il souhaite, il garde la propriété et il indemnise les enfants en valeur. C'est-à-dire que le conjoint a l'assurance de conserver les biens. C'est une petite astuce, mais c'est pour vous dire qu'il y a... Le champ est immense.
Mais souvent, alors ça dépend des relations familiales, hein, parce que vous avez des familles où tout le monde s'entend et des familles où c'est déjà la guerre avant. Ce qu'il faut savoir, moi, pour avoir, dans mon ancienne vie, réglé pas mal de successions, quand c'est la guerre avant, c'est encore plus après. Mais même sur des personnes qui semblent bien s'entendre, c'est la succession, c'est un moment de crispation. Et quel que soit le montant du patrimoine, c'est un moment de crispation. Donc si vous pouvez, notamment quand vous êtes dans une famille qui s'entend bien, en discuter un petit peu avant et dire quelles sont vos volontés, c'est quand même mieux. Parce qu'il faut comprendre que quand vous avez une famille recomposée, c'est la personne qui faisait le lien entre la nouvelle épouse ou le nouvel époux, je vais partir du principe que les personnes, par exemple, sont mariées, et les enfants d'une première union. Ce lien disparaît, c'est la guerre. Alors, après, j'ai parlé du côté technique, mais par exemple, sur des produits, l'assurance vie est un formidable outil aujourd'hui. Parce que via l'assurance vie, vous pouvez transmettre qui est hors succession, on va dire ça de façon assez schématique, c'est hors succession. Donc via ce biais, vous pouvez, en prenant le soin de rédiger vos clauses bénéficiaires, là aussi vous pouvez faire du sur-mesure, quand même avantager votre conjoint ou vos enfants. Et quelquefois, pour ne pas que des enfants se sentent lésés, l'assurance vie, avoir un capital au décès, c'est pas mal, surtout quand les personnes, et là, traditionnellement, c'était plutôt les hommes qui épousaient des personnes plus jeunes. Aujourd'hui, on a l'effet inverse. Parfois, oui. Parfois, on a un exemple. Quand vous faites une donation entre époux et que votre conjoint il opte pour l'usufruit, ça veut dire que les enfants deviennent pleins propriétaires au second décès et que le conjoint a l'âge des enfants. Généralement, ça ne se passe pas toujours très très bien. Donc si vous avez un peu de patrimoine, l'assurance vie peut permettre aussi d'atténuer les rancœurs. Mais c'est un gros sujet. Effectivement, on peut passer 3 heures sur la famille recomposée. Jérôme, ça te concerne, la famille recomposée ou pas? Non. Pas du tout. Marié et fidèle depuis combien de temps? Marié 3 fois. Et sans enfant. Donc les problématiques de succession, moi, venaient de par mes grands-parents. Et sur des successions mal préparées, sur des personnes de génération où le conseil n'était pas toujours... ça restait des choses assez privées. Voilà. Donc il faut préparer il faut penser aux problématiques successorales parce que bon, c'est des problèmes de riches puis quand il y a du patrimoine, mais ça peut s'optimiser quand même. Hein. Je voulais juste rajouter une petite chose, parce que j'ai parlé de donation et de testament. Si vous ne faites rien, il faut savoir si vous êtes dans une famille recomposée et que le conjoint survivant se retrouve avec des enfants d'une première union du défunt, si vous ne faites pas de donation, le conjoint survivant a droit au quart en pleine propriété. Alors est-ce que parfois certains biens, si vous souhaitez qu'ils restent dans la famille, par exemple une propriété familiale, etc., il faudra trouver une autre solution parce que légalement, si vous ne faites rien, il y a un quart des biens qui part au conjoint. Voilà. Le mot qui me revient le plus spontanément en tête après tout ce qu'on s'est dit et aussi en lien avec notre contexte, je trouve que c'est la capacité d'adaptation. Et l'adaptabilité, on l'a vu à travers ces dernières années, qui n'ont pas été des années simples. Et l'année 2022, malheureusement, ne dément pas cela, pas pour les mêmes raisons, mais la capacité d'adaptation est clé. Pour répondre aussi à la question de l'optimisme, moi je suis aussi résolument optimiste parce que je crois en l'humain et je crois en sa capacité d'adaptation. Et je pense aussi qu'on a la chance de vivre dans un monde où on est quand même un peu plus interconnecté entre pays et que c'est aujourd'hui une force
par rapport à ces sujets. Et ça nous renvoie aussi, si je peux me permettre, à des sujets liés à ce qu'on connaît en Ukraine et la guerre, et que les fondements de l'Europe, aujourd'hui, ils sont nés de la deuxième guerre mondiale, et pour se protéger de cela. Donc voilà, je suis résolument optimiste. Après, pour ramener à nos sujets un peu plus terre-à-terre de ce soir, j'ai envie de dire que cette capacité d'adaptation, elle est aussi dans la qualité d'accompagnement qui peut être la nôtre pour s'adapter à chacune de vos situations, parce qu'on fonde avant tout notre démarche sur l'écoute, et d'une certaine manière, envie de vous dire, si vous voulez découvrir un petit peu plus qui nous sommes, n'hésitez pas à nous tester sur des consultations très, très spécifiques et qui vous tiennent à cœur. On sera ravis de vous répondre.